Bonjour à tous. Déjà, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Si, bon, confirmez. Voilà, à un moment, je boirai peut-être pour garder la gorge pas trop sèche, mais on va essayer d'être audible. Effectivement, je suis directeur de la planification et des politiques d'agglomération au Grand Lyon. Je peux faire écho assez facilement aux propos qui viennent d'être tenus. Alors, sur les à peu près 15 points d'interrogation que vous avez soulevés dans votre introduction, je ne suis pas sûr de répondre aux 15 questions que vous avez posées. J'ai fait la petite liste quand vous posiez les questions, mais on va essayer par quelques exemples sur l'agglomération lyonnaise d'illustrer la façon dont ces questions de stratégie et de projet se dialoguent ensemble. Vous disiez, M. Novarina, que ce ne sont pas souvent les mêmes personnes qui posent les termes ensemble. Donc là, on va essayer justement de faire dialoguer stratégie et projet et de voir si ça discute ensemble. Et puis pour faire écho avec le propos sur Lille, la diachronie justement que vous avez présentée, on aurait pu l'appliquer à la communauté urbaine de Lyon en grande partie avec 1968-69 comme une date fondatrice de la communauté urbaine aussi, et des prises de compétences de la communauté urbaine qui sont assez comparables à ce que vous avez exposé sur Lille. Pour autant, l'idée, c'est de quand même partir des spécificités de l'agglomération lyonnaise, et j'ai essayé de problématiser en 3 parties. Ce sera le seul texte du PowerPoint, puisque après, je vais essayer de commenter ça et d'avoir éventuellement quelques images pour l'illustrer. On garde des traces d'un outillage qui est plutôt descendant et logico-déductif, local et national. Je vais plutôt insister sur l'outillage local en l'occurrence, en matière de planification urbaine notamment. Donc on part de ça. On est dans le maniement de nouvelles politiques publiques plus transversales et de projets urbains qui répondent à d'autres logiques. Donc là aussi, je montrerai ensuite comment ces projets urbains, ces politiques publiques viennent un petit peu remettre en cause la vision peut-être un peu classique et hiérarchique dont parlait Gilles Novarina. Et pour autant, et ce sera le point conclusif, il nous faut des lieux de consolidation. En fait, j'aurais pu parler des lieux de récit, des lieux de sens. Peut-être qu'il nous en a manqué ces dernières années sur Lyon, et peut-être que la métropole nous en offre un sur un plateau, mais ça sera je ne vais pas déflorer la conclusion. Sur les outils classiques dont on continue de se servir, et je ne suis pas en train de dire qu'ils sont désuets, alors au niveau national, je ne vais pas m'étendre, mais je remarquerai simplement que quand on lit le projet de loi sur les compétences des régions qui devait être soumis en juin au Parlement, qui sera peut-être plutôt soumis à la rentrée, la façon dont le SRAT, schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, est présenté reste dans une logique finalement assez classique, assez prescriptive, assez top-down, entre guillemets. Ça va plus vite que ce que... Bon, ça c'est l'illustration sur laquelle je viendrai tout à l'heure. Voilà, en termes d'outillage national, on garde un certain nombre de visions de planification assez classiques. Au niveau local aussi, à Lyon, on ne va pas faire l'histoire d'Édouard Herriot et Tony Garnier, de Lyon 2010, la démarche des années 1980 de planification stratégique, pour le coup, menée par le Grand Lyon et l'agence d'urbanisme à l'époque. Et puis jusqu'à plus récemment encore, et c'était l'illustration justement, quand on manie un PLU intercommunal sur 58 communes, quand on dessine un interscot, comme on le fait depuis 10 ans sur l'aire métropolitaine lyonnaise, on reste dans des logiques de planification, même si les scènes de discussion s'élargissent, les partenariats sont plus nombreux, l'horizontalité est peut-être plus forte, mais l'approche qui consiste à faire du diagnostic, alors là j'ai pris des exemples simplement de diagnostic plutôt démographique, avec la façon dont l'aire métropolitaine lyonnaise, au fil des décennies, depuis 1954 aux années 2000 et à aujourd'hui, cette croissance démographique étend son emprise sur tout le territoire. Donc on fait de l'observation, on constate des tendances, on essaye de les expliquer, on regarde les migrations résidentielles, d'où viennent les habitants en matière de solde migratoire, comment est-ce qu'ils se répartissent sur le territoire de l'agglomération, et comment est-ce que l'agglomération lyonnaise redistribue sur les territoires périurbains un certain type de profil de population qu'elle accueille de l'extérieur une fois que les familles se composent. Donc
voilà, observation, explication, projection assez classique, hein. On est dans les années 2000-2010 et on continue de donner des chiffres d'objectifs d'accueil de population par SCOT sur l'Interscot. Voilà, ça reste un cadre dans lequel on doit s'inscrire, y compris politiquement, pour dire comment est-ce que l'aire métropolitaine lyonnaise, et c'est le rôle de cette scène Interscot, organise son développement multipolaire à l'échelle du territoire. Bon, voilà, on a ça, ça constitue une base. Pour autant, là, je veux peut-être plus m'appesantir sur la façon dont de nouvelles politiques publiques transversales, des projets urbains, et je vais essayer de dire lesquels, viennent un petit peu déplacer la focale, déplacer la problématique et poser des nouvelles questions. Et c'est là qu'il commence à faire chaud et que je vais prendre un verre d'eau pour garder la gorge. Voilà, ça ira mieux. Alors en matière de politique publique, j'ai choisi de vous donner quelques exemples sur alors, un terme que vous avez dû beaucoup entendre, vous allez beaucoup entendre pendant ces 2-3 jours, la stratégie ville intelligente. Alors c'est un travail qu'on a mené depuis quelques années pour voir qu'est-ce qui fait ville intelligente ou smart city. Après, on peut voir des variations selon qu'on utilise le mot anglais ou le mot français. Ce qui est intéressant, c'est pas tant les résultats, parce qu'on pourrait y passer des heures, c'est la façon dont cette politique publique très transversale a émergé dans l'agglomération lyonnaise. Et ce que j'en retiens pour la discussion un peu méthodologique d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a fait un état des lieux des démarches pouvant, d'une manière ou d'une autre, se raccrocher à la notion de ville intelligente sur l'agglomération lyonnaise. On les a organisées, on en a débattu pour savoir justement en quoi elles émargent ou pas cette notion. Et finalement, on constate que c'est une addition de projets mis en problématique qui nous interpelle sur le fait qu'on est en train d'adresser cette question, qu'on est en train de mettre à l'agenda cette politique. On ne l'avait pas formulé comme ça quand on le lançait spécifiquement, je dirais, Optimode Lyon, qui est un outil d'information aux usagers des transports, mais aussi à toute personne qui se déplace dans l'agglomération lyonnaise, avec y compris un modèle prédictif, etc. etc. Un projet développé avec des groupes privés, avec IBM, dans le cadre d'un projet européen, Lyon Smart Community sur Confluence, qui était plus un projet de smart grid, et en tirant le fil toutes les questions que ça pose à l'échelle d'un quartier comme Confluence. Voilà, on avait une addition de projets qui, mis ensemble, problématisés pendant les années 2010, plutôt 2011, 2012, 2013, nous amènent à bâtir une forme de démarche plus de labellisation, de démarche d'organisation du propos autour de la notion de ville intelligente, et puis après de marketing territorial, puisqu'il y a toujours un moment où ça se pose aussi en ces termes. Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur la notion de ville intelligente, mais je pourrais aussi rendre compte de politiques publiques plus thématiques que cette approche très, très, très transversale, pour constater que ces dernières années, en matière de santé, en matière de gouvernance alimentaire, en matière d'économie collaborative et d'économie circulaire, on a un certain nombre de thématiques dont on s'est saisi ces dernières années au sein de la communauté urbaine, qui toutes nous obligent à regarder le territoire différemment. On ne parle pas de planification, on parle beaucoup plus de l'approche par les acteurs de terrain, qu'est-ce qu'ils font en la matière, qu'est-ce qui fait sens quand on recense ces initiatives. Et du coup, c'est presque un déplacement de posture de la communauté urbaine qui se joue, je pense, dans cette approche, beaucoup plus ensemblière et beaucoup moins maître d'ouvrage direct. Une posture qui fait avec le privé davantage que par le passé, ça c'est indéniable. Vous en parliez sur Grenoble, on n'a pas le CEA, mais on a d'autres acteurs privés qui sont devenus très prescripteurs dans l'agglomération lyonnaise. Et puis, quand je dis que cette posture, elle se déplace, c'est qu'elle fait aussi le constat que par rapport à une planification un peu équipementière
On constate une forme d'épuisement de ce modèle parce qu'y compris le territoire, il a peut-être plus besoin de services pour utiliser les équipements existants que de nouveaux équipements. Et donc forcément, ça change l'agenda des politiques publiques. Forcément, on parle plus de services à la population que de quels réseaux supplémentaires, quels équipements supplémentaires pour ce territoire. On raisonne plus dans un cadre d'investissement très très contraint et on se tourne plus vers la question du niveau de service qu'on peut atteindre avec les équipements existants. Dans le champ des projets urbains, puisque je vous disais, les projets urbains eux-mêmes nous posent des questions différentes par rapport aux années précédentes. Là, moi, ce que je constate, c'est que on fait de certains projets urbains effectivement des démonstrateurs. Vous avez utilisé le terme. Vous avez parlé sur Grenoble de la presqu'île. Alors ça, j'y reviendrai après. Sur Lyon, un des projets vitrines qui est en train de prendre forme, c'est celui sur la Part-Dieu, qui consiste à complètement reconsidérer l'avenir de ce quartier d'affaires au cœur de l'agglomération. On ne va pas s'étendre sur l'image qui est purement illustrative. On peut retenir que c'est quand même 1 million de mètres carrés prévus pour accueillir des nouvelles fonctions de centralité d'agglomération. Moi, ce que je veux plutôt en retenir avec vous, c'est le fait qu'à travers ce projet, on se pose des questions de planification énergétique avec un projet européen qui s'appelle Transform, de gare intelligente avec Gare et Connexion et avec des opérateurs qui nous aident à nous interroger sur le rôle d'une gare dans un quartier comme ça, de qualité d'usage au niveau du sol avec l'AUC, les urbanistes qui nous interpellent sur la notion de sol facile, de socle actif. Je pourrais revenir là-dessus si vous le souhaitez pendant les questions. Et puis aussi de marketing territorial quand on vend, entre guillemets, la destination Part-Dieu au MIPIM ou ailleurs et qu'on vante les mérites en termes d'accessibilité ou d'image de ce projet. Donc voilà, projet démonstrateur, projet vitrine. Est-ce qu'il fait projet à l'échelle de toute une agglomération? Est-ce qu'il fait stratégie? C'est une question que vous posez et sur laquelle on pourra certainement revenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, c'est un projet laboratoire. C'est bien pendant le chantier qu'on souhaite interroger la place de ce projet dans l'agglomération comme un chantier à ciel ouvert aussi en termes de statut d'un tel projet dans les politiques de l'agglomération lyonnaise. Et puis ce qui est intéressant aussi autour des projets urbains, peut-être un petit peu moins Part-Dieu que d'autres à Lyon. Écocité, par exemple, chez nous, est plutôt basé sur Confluence, Gerland et Vallée de la Chimie que sur Part-Dieu. Mais il y a cette notion aussi d'être toujours prêt à répondre à un appel à projet. Ça, c'est quelque chose c'est une culture qu'on n'avait pas il y a quelques années, mais l'État, l'Union européenne, plusieurs acteurs nous rendent aussi... nous demande d'être en permanence en posture de répondre à Écocité, à H2020 pour l'Union européenne, à voilà, de différentes initiatives, beaucoup de l'Union européenne, mais l'État reproduit aussi ce modèle. Et donc nos projets urbains sont aussi des sortes de packages, des work packages, comme on dit dans le jargon technocratique européen, qu'il faut à tout moment pouvoir saisir et mobiliser et valoriser pour aller chercher des financements européens, des partenariats européens, etc. Pour conclure, et j'espère que je suis dans les temps, oui, non, je voulais illustrer aussi ce qui m'intéressait à travers la logique plan-climat qu'on a menée sur l'agglomération lyonnaise dans le champ des nouvelles politiques publiques. C'est un peu comme la question de la ville intelligente, cette horizontalité-là dont je vous parlais, mais surtout le constat qu'on fait très vite que le bilan carbone du Grand Lyon, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre de notre agglomération lyonnaise. Nos politiques publiques communautaires ont de l'influence sur 20% des émissions de l'agglomération lyonnaise. Et donc, tout se joue dans les 75% restants qu'on saura mobiliser avec les acteurs du territoire. Le constat, on peut le faire, j'imagine, dans toutes les grandes agglomérations de France. La question, c'est du coup, comment chaque agglomération se saisit de ce constat pour travailler avec l'ensemble des partenaires concernés pour leur demander ce qu'ils prennent comme mesure de leur côté pour passer de 7,6 millions de tonnes par an sur l'agglomération lyonnaise à 1,5 million de tonnes en moins en 2020. C'est considérable. Et des acteurs comme Total et la raffinerie de Feyzin sont absolument
incontournable dans ces questions-là. Donc le plan climat, aussi comme une illustration, tout comme la ville intelligente, de politique publique qui nous oblige à travailler différemment par rapport à des modes de faire antérieurs. Et donc pour conclure, les lieux de la consolidation, là c'est pour être aussi assez humble dans cette question de où se construit le sens, où se construit le récit, où se construit la mise en perspective. Elle est politique, comme vous le disiez, Gilles, mais pas que. Elle a besoin de scène. Moi, je parle plus de scène que d'arène ou de table. Mais voilà, le théâtre est convoqué cet après-midi. Elle a besoin de scène. Nous en disposons de certaines, et j'insiste parce qu'il pourrait paraître comme désuet, mais notre PLU est une scène précieuse sur notre agglomération. Il est intercommunal depuis des décennies. Il nous permet de travailler avec les communes, avec les promoteurs sur comment est-ce que cet outil en mutation permanente, c'est un chantier permanent qui mobilise environ 100 personnes entre l'agence et le Grand Lyon chez nous, qui connaît une modification annuelle quasiment. C'est une table ou une scène de discussion permanente, et il y en a d'autres. Je pourrais en citer des territoriales ou des thématiques. On en crée même des nouvelles en matière d'énergie. On va lancer un schéma directeur énergétique qui n'est pas prévu par aucune loi, mais qu'on va inventer pour parler de transition énergétique appliquée à notre territoire. La métropole de Lyon nous offre quand même l'opportunité, et là il faut savoir aussi se saisir des lois et des occasions, des opportunités qu'elle crée, de créer une scène plus transversale et plus globale. On a manqué, quand j'ai cité un petit peu toutes les politiques publiques et tous les projets urbains mobilisés ces dernières années, on a manqué de ces lieux de consolidation plus transversale, avec la notion de pacte métropolitain sur laquelle on pourra revenir, qui est prévu par la loi. On imagine développer un lieu de discussion. On a 6 mois au début de chaque mandat pour ça, pour travailler la mise en perspective plus globale de tous ces éléments. Voilà, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez.